Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et Soleil Vert d'ailleurs, ce film de Richard Fleischer de 1973 qui se déroule, le scénario se déroule en 2022. C'est d'ailleurs pour ça que Arte avait décidé de le décider hier et qui pose des questions très très importantes qui se posent encore et qu'on va poser dans cette table ronde, la question de la perte de notre humanité, de la perte d'humanité de notre société, de la capitalisation de la nature, de la financiarisation du vivant. Donc toutes ces questions posées par le film qui sont plus que jamais d'actualité. Je vais vous donner quelques actualités, chers auditeurs. D'abord la guerre en Ukraine qui a révélé au grand jour une autre facette de ce pays, des usines à bébés et qui cette fois-ci, à cause de la guerre, peinait à trouver des clients. Et il y a eu des soldes pour le Black Friday de l'année dernière. Alors ça risque de revenir à ce novembre. Donc des offres des entreprises ukrainiennes de GPA, 2 bébés pour le prix d'un. Rappelez-vous, ça c'était l'année dernière. En Suède, il y a quelques jours, un scientifique suédois a préconisé lors d'un sommet à Stockholm de manger de la viande humaine pour lutter contre le réchauffement climatique. En Belgique, il y a quelques jours, une victime des attentats de 2016 qui avait 17 ans au moment des faits a obtenu l'euthanasie car elle était en grande souffrance psychique depuis l'attentat. En France, Emmanuel Macron a souhaité ouvrir le débat sur l'euthanasie. Aux États-Unis, en septembre, donc le mois dernier, Joe Biden a signé un décret sur la promotion de l'innovation dans le domaine de la biotechnologie, de la biofabrication, pour une bioéconomie américaine durable. C'est magnifique ce décret. D'ailleurs, à ce sujet, Elon Musk a présenté Optimus, le futur robot humanoïde de Tesla également, il y a peu de temps. En Suède, une start-up teste l'implant du pass sanitaire sous la peau via une micro-puce. En France, on n'a pas encore de puce sous-cutanée, mais déjà des QR codes banalisés, notamment sur le téléphone. Et puis pour les plus jeunes, des bracelets connectés. On a vu, notamment pour les élèves de la Sarthe, un projet pour inciter les jeunes à se mettre au sport, donc toujours pour le bien-être des autres, à l'aide de ces bracelets connectés qui prendront le pouls notamment des élèves grâce à une application connectée et suivie par une mutuelle. Voilà un peu un pot pourri des actualités, mais qui nous pose cette question grave: vers quel monde se dirige notre société? Une société de contrôle et de déni de la nature de l'homme. Pour en parler, je suis avec 2 personnes qui connaissent très bien le sujet. Bonjour Olivier Ray. Bonjour. Vous êtes mathématicien, philosophe, alors auteur de nombreux livres, notamment Une question de taille, d'ailleurs chez Stock, avec le prix Bristol des Lumières que vous avez reçu. Quand le monde s'est fait nombre, chez Stock également. L'heure et malheur du transhumanisme, chez Lesclé de Brouwer. Vous avez reçu d'ailleurs à cette occasion le prix Jacques Ellul. Et puis Réparer l'eau, votre dernier livre aux éditions Stock. Et puis nous sommes également avec Erwan Barillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de Sciences Po, conseiller en relations publiques, essayiste, metteur en scène, auteur de ces 2 livres, Moi Oméga, aux éditions Bouquin. Vous allez nous en parler parce qu'il est également dans notre sujet. Et Macron, le président liquide, aux éditions Perspectives Libres. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Olivier Ray avec, on va dire, les actualités que j'ai citées. On a de quoi être inquiet aujourd'hui, Olivier Ray. Oui, mais ce sur quoi il faut s'interroger, c'est la docilité finalement avec laquelle toutes ces monstruosités sont accueillies. Alors à cela, on peut chercher les raisons. Je dirais que la première d'entre elles, c'est que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui organisé, nous sommes à la peine, nous sommes d'une certaine manière des hommes diminués. Il faut voir que depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, il y a quelques centaines de milliers d'années, les hommes ont vécu dans des conditions paléolithiques et nos facultés naturelles sont adaptées donc à des conditions de vie paléolithiques. Et puis depuis, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu la révolution néolithique, certes, mais il y a eu surtout au cours des derniers siècles une technologisation à outrance de nos existences, ce qui fait que pour une grande partie, une partie croissante de la population mondiale, nous sommes amenés à vivre dans un environnement qui est extrêmement décalé par rapport à nos facultés naturelles. Alors l'être humain a parmi ces facultés, a des facultés d'adaptation absolument extraordinaires, mais voilà, elles arrivent aujourd'hui à leur limite. Et vous voyez, le paradoxe, c'est que depuis qu'on s'est emparé de la technologie pour transformer le monde, le projet, c'était de rendre le monde faire un monde de plus en plus accueillant pour les hommes, et aujourd'hui, d'adapter le monde aux besoins humains, et aujourd'hui, c'est l'être humain qui doit s'adapter au monde qu'il a construit, qui est très décalé par rapport à lui, et c'est ça qui si vous voulez,
crée une forme d'appétence pour ces propositions transhumanistes d'augmentation, l'idée qu'on a tellement de peine à suivre, eh bien, grâce à ces augmentations, on pourrait reprendre un peu le contrôle des choses. Et vous croyez qu'une majorité, finalement, s'engouffrerait dans le transhumanisme seulement pour mieux se porter, finalement? Oui. Parce qu'on pourrait considérer aussi, on va en parler, que c'est un projet de quelques fous, de la Silicon Valley notamment, qui, eux, dans leur idéologie, etc., veulent aller toujours plus loin, qui dénient peut-être la forme humaine et naturelle de l'homme, mais que cela est du ressort d'une minorité et que finalement la majorité souffre seulement de cette évolution qui, en effet, comme vous l'avez dit, aujourd'hui... Je dirais que ces personnes des grandes firmes, en fait, se présentent comme à la fois le poison et le remède. C'est-à-dire que à la fois, elle façonne un monde qui devient difficile à vivre pour beaucoup de personnes, et en même temps promettent à ces personnes une amélioration de leur sort, non pas en revenant en arrière, mais au contraire en poursuivant la course. Parce que je voudrais qu'on fasse une parenthèse, c'est pas tout à fait notre sujet, mais ça fait 2 fois que vous dites difficile à vivre pour une majorité de personnes, et je crois que de plus en plus de personnes, et on le voit d'ailleurs avec la consommation de psychotropes, sont dans une forme de mal-être aujourd'hui. Oui. Et est-ce que vous croyez que c'est lié à l'avancée technologique de notre humanité ? C'est en tout cas un des aspects. Parce qu'encore une fois, nous sommes amenés à mener des existences qui sont en décalage de plus en plus fort avec l'exercice de nos facultés naturelles. Je me tourne vers vous, Erwan Barrio, puisque dans votre livre, Moi, Oméga, vous travaillez, alors c'est romancé, c'est une fiction, on n'est pas encore de la réalité, heureusement, mais bon, vous parlez de ces dieux vivants sur Terre déjà, de la Silicon Valley, mais qui sont dans votre livre vraiment des dieux. Absolument, c'est ce que Harari a appelé Homo Deus, finalement, qui est une des nombreuses prophéties prométhéennes d'un homme qui aurait totalement volé le feu de Zeus. Je voudrais revenir sur le mot monstruosité dont parlait Olivier. La monstruosité, c'est ce qui est autre, ce qui nous dérange, ce qui n'est pas finalement dans la norme de notre humanité. On pourrait dire que c'est le contraire de l'humanité, finalement, la monstruosité. Et il y a eu un tel évidement de notre humanité par les technologies. On a une telle impossibilité à penser l'homme aujourd'hui en dehors de ces technologies qu'il est vrai que les mêmes qui nous ont entre guillemets évidés, nous vendent aujourd'hui les solutions pour nous reconstruire via des artefacts technologiques. Et dans mon roman, donc Moi Oméga, qui est effectivement totalement une fiction... Aux éditions Bouquin. Aux éditions Bouquin, j'espère que ça va rester une fiction. En tout cas, même s'il y a des dates, on pourra vérifier si les prophéties se réalisent ou pas. Mais en tout cas, cette dernière prothèse, on va dire, de l'homme diminué, qui donc, évidemment, pour qu'on en arrive à l'homme augmenté, il faut d'abord qu'il était préalablement diminué. Donc on considère qu'il soit diminué. Qu'on considère qu'il soit diminué, ou même qu'il se considère lui-même comme diminué. Pour qu'on en arrive à cet homme augmenté-là, il faut qu'il y ait eu ce travail de diminution avant, et il faut qu'il y ait eu ce travail d'hétéronomie d'un individu finalement abandonné qui aurait besoin, pour être plus... de technologie, et en même temps d'un supplément d'âme théologique que va lui conférer justement cette croyance en un Dieu immanent, technicien, qui va résoudre en fait tous ces problèmes. Tous les problèmes que le monde, on va dire, réel et le monde humain n'avaient pas réussi à résoudre. Est-ce que vous considérez finalement que le transhumanisme est une forme de religion ? Oui, en tout cas, c'est pas moi qui le considère, ce sont les transhumanistes eux-mêmes. On est frappé de voir à quel point leur discours est empreint de messianisme, à quel point aucun d'entre eux ne se prétend athée. Tous prétendent que une forme de messie va arriver pour sauver les hommes. Il suffit de voir la déclaration d'Elon Musk lors de la présentation d'Optimus. Quels étaient ces mots ? C'était « Optimus va mettre fin à la fin dans le monde ». On a l'impression que c'est une promesse messianique qu'il nous annonce ici. Alors on va continuer d'en parler, mais il est 7h59, donc on va faire un rapide point sur les informations. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La
table ronde. Pour cette table ronde, je suis toujours avec mes deux invités. Olivier Rey, mathématicien, philosophe, auteur notamment de L'heure et malheur du transhumanisme chez Desley de Brouwer, et puis de Réparez-l'eau, le dernier livre sorti aux éditions Stock. Et puis nous sommes également avec Erwan Barillo, diplômé de Sciences Po, conseiller en relations publiques, essayiste, metteur en scène, et vous publiez récemment Moi Oméga, donc tout à fait dans notre sujet également aux éditions Bouquin. Erwan Barillo. Alors je voudrais revenir d'abord avec Olivier Rey. Olivier Rey, vous parliez d'un sujet qui moi aussi presque m'obsède, on va dire, me pose beaucoup de questions, c'est la docilité, vous le disiez, d'une majorité face à l'évolution technique et presque anti-humaine de notre société. Comment vous l'expliquez? Ou est-ce que vous l'expliquez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus extrêmement dépendants vis-à-vis du système technologique. Pour moi, je le vis aussi dans ma famille. Mon grand-père venait de la campagne. Et c'était quelqu'un à qui, avec 3 outils et un lopin de terre, il arrivait à faire vivre une famille. Moi, à côté de lui, je suis un incapable. Je sais peut-être faire des présentations PowerPoint, mais je serais loin. Encore, c'est très difficile à faire des PowerPoint. Mais il y a eu une perte là dramatique d'autonomie parce que finalement notre existence ne peut se maintenir que si le système entier fonctionne. Et on le voit très bien aujourd'hui avec l'inflation. Si vous voulez, d'un côté, les gens ne peuvent plus mettre d'essence dans leur voiture. Alors d'un côté, on nous dit il faut limiter les émissions de CO2, donc on pourrait dire ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est très très bien. Sauf que ces personnes-là sont prises dans un monde où si elles ne peuvent plus utiliser leur voiture, elles ne peuvent plus aller travailler, elles ne peuvent plus aller faire leurs courses, elles ne peuvent plus élever leurs enfants. Oui, parce qu'il n'y a plus de commerce de proximité, d'école de proximité, exactement. Et on voit très bien de ce point de vue à quel point nous sommes pris dans une dynamique. Et que nous avons de plus en plus de mal à suivre. Et il y a un certain nombre de grandes firmes qui voient un danger justement de décrochage général de la population vis-à-vis de cette idéologie technologique. Et précisément, le transhumaniste est le discours qu'elles ont lancé sur le marché pour dire aux gens, non, mais là, on a des difficultés, mais accrochez-vous. Il y a une belle lueur d'espoir. Oui, voilà, bientôt, il n'y aura plus de maladie, bientôt vous vivrez 1000 ans, enfin bon, tous les slogans qu'on peut entendre pour arracher à une population de plus en plus réticente son acquiescement à la dynamique actuelle. Je voudrais qu'on revienne sur le phénomène que vous venez de développer rapidement, que je trouve très très intéressant. Finalement, si on reprend l'exemple de la voiture, c'est à partir du moment où on a eu ces moyens de locomotion rapides, comme la voiture, que finalement les campagnes se sont éclatées, que les bourgs ont explosé, que finalement on a pu aller dans un supermarché très loin, faire le plein ailleurs, faire le jeu de la concurrence, etc. Et finalement, c'est donc cette technique qui était neutre à l'origine, qui finalement nous a entraînés dans un monde nouveau qui peut-être ne nous rend même pas heureux. Est-ce que les gens sont vraiment satisfaits d'aller prendre la voiture 45 minutes tous les jours, dans les embouteillages parfois, pour aller travailler? Et en fait, c'est une vraie question sur cette... Bon, là, on donne l'exemple de la voiture, mais il y a plein d'autres choses sur cette voiture qui était censée être... Un exemple frappant aussi, c'est le smartphone. Ah oui. Si vous voulez, où au départ, c'est formidable parce que grâce à son smartphone, on peut faire des tas de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et puis ensuite, il y avait des tas de choses qu'on pouvait faire sans smartphone et qu'on ne peut plus faire sans smartphone. C'est-à-dire que le smartphone, en quelques années, est passé d'une augmentation à une nécessité parce que ça nous a diminué par ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit toujours ce que la technologie nous apporte, mais on ne voit pas qu'elle détruit en même temps, à très court terme, de tout ce qu'on pouvait faire sans elle. Pardon, Erwan Barillo sur ce sujet de dépossession finalement de la technique. Oui, d'ailleurs, l'exemple de la voiture est utilisé dans le livre d'Olivier, L'heure et malheur du transhumanisme, comme quelque chose qui était autrefois une chance et qui est devenu, notamment dans les campagnes, une nécessité. Donc on a une dialectique, je dirais, gain de puissance et impuissance qui est très intéressante.
j'établis cette dialectique dans le livre en disant que c'est une dépossession de la liberté des individus et une augmentation de la liberté de l'humanité par rapport à la nature. C'est-à-dire que la fameuse phrase de Bergson sur le grand corps qui parvient jusqu'aux étoiles, elle est vraie à l'échelle de l'humanité. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'humanité a poussé beaucoup plus loin qu'elle ne l'a jamais poussé tous les progrès dans les recherches astronomiques, technologiques, sur les médicaments scientifiques, etc. Mais qu'est-ce que l'individu lambda, j'allais dire, finalement a gagné lui par rapport à ça? Et ça, c'est une vraie question. Et plus on progresse plus l'humanité, en fait, avec un grand H progresse, plus ce progrès est quelque chose de totalitaire pour l'individu qui, lui, est forcé de suivre la marche et qui n'a pas de moyen de descendre du train. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'appeler ça l'humanité qui progresse? Parce que est-ce que c'est vraiment de l'humanité? Est-ce qu'on a vraiment gardé l'humain dans cette progression? C'est le grand paradoxe. En tout cas, on peut dire que la prise de l'individu humain, de Sapiens, sur la nature est plus importante. Et plus elle est importante, plus paradoxalement, le petit humain, lui, se trouve dépossédé de ses prérogatives. Et dans Moi Oméga, c'est-à-dire que c'est poussé à son paroxysme, puisqu'on a Dieu qui existe réellement de manière tangible et de manière réelle et immédiate, qui a une emprise sur les choses de la nature, mais il a aussi une emprise sur l'humain ordinaire qui a été dépossédé de toutes ses prérogatives, puisque tout a été finalement délégué à Dieu. Voilà. Homo Deus. Oui, voilà, à ce Dieu particulier. Mais il y a un concept très intéressant de ce point de vue-là qui avait été introduit par le philosophe allemand Günther Anders, qui parle de honte prométhéenne. Et par cette honte prométhéenne, il désigne le sentiment d'infériorité que ressent tout un chacun vis-à-vis de réalisations technologiques qui sont le fait d'êtres humains, mais qui en même temps ne sont le fait d'aucun être humain en particulier, et qui arrivent vis-à-vis de chacun d'entre nous comme quelque chose qui nous dépasse complètement. Et ce sentiment de honte prométhéenne, de ne pas être à la hauteur des réalisations de l'humanité, nourrit précisément ce sentiment que pour s'en sortir, peut-être que ce serait bien de se machiner soi-même pour se remettre au niveau de... Oui, il jouerait sur cette honte finalement pour que l'homme accepte de passer le cap. Mais alors si on revient sur nos différentes actualités, le décret de la promotion de l'innovation dans la biotechnologie, ça c'est aux États-Unis, l'implant de passe sanitaire sous la peau, manger de la viande humaine, l'euthanasie pour une jeune fille de 17 ans... les bébés, les usines à bébés. Finalement, aujourd'hui, on se demande à quel moment ça peut s'arrêter. À quel moment on va s'arrêter? Est-ce qu'il va y avoir une limite à tout ça? Est-ce que finalement, les hommes qui aujourd'hui sont dociles peuvent se réveiller? Alors d'abord, il faut voir qu'il y a une logique sous-jacente à cela, c'est que depuis quelques siècles, nous avons appris à considérer la nature comme une sorte de matière première inerte qui était à notre disposition, et nous ne voyons dans la nature que des éléments qui peuvent nous servir et que des fonctionnalités. Et à force de voir dans la nature uniquement des fonctionnalités, l'être humain, en miroir, va lui-même s'appréhender comme un faisceau de fonctions, et donc et là, effectivement, on va dire si ça marche plus, il faut le liquider, c'est l'euthanasie. Mais en revanche, si ça marche un peu, on peut essayer d'améliorer, ça va être l'augmentation. Mais donc là, on a un retour sur l'être humain de la manière dont l'être humain traite la nature depuis un certain temps. Alors quand est-ce que ça va s'arrêter? En fait, là, vraiment, on est dans une course où à la fois l'être humain est dans une situation complexe parce qu'il est devenu tellement dépendant du système qu'il a beaucoup de mal à faire sécession. Mais d'un autre côté, il souffre tellement à l'intérieur de ce système qu'il a quand même très envie de faire sécession aussi. Alors lequel des deux va gagner? Et puis par ailleurs aussi, on arrive aujourd'hui dans des périodes, au cours du 21e siècle, où on va avoir des problèmes d'approvisionnement de toute nature, et il n'est pas dit que justement le système puisse encore calmer pendant très longtemps
le malaise grandissant, pour ne pas dire le caractère intolérable des existences qui nous sont offertes. Alors c'est amusant parce que vous dites, donc peut-être qu'on va arriver avec la saturation finalement de certaines matières premières, de l'énergie, etc., à cette obligation de faire une forme de sécession. C'est drôle parce que nous avons reçu Laurent Burton, figurez-vous, récemment pour son Guérilla 3. Et en fait, c'est ce qu'il décrit dans sa guérilla. Au départ, il y a un blackout, plus rien ne fonctionne. Et au départ, les gens sont très mal parce qu'ils regardent leur téléphone, le téléphone ne fonctionne pas, la télé ne fonctionne pas, plus rien ne fonctionne, plus de lumière, plus rien, plus de supermarché. Et finalement, au bout d'une forme de décompression, d'une dizaine de jours chez Laurent Burton, l'homme revit finalement et se sent beaucoup mieux que jamais. C'est presque comme une cure finalement qu'il a vécue. Et ça me fait penser à votre image. Mais oui, donc cette déposition est très très intéressante et je me demande s'il ne faudrait pas finalement plus de conférences d'Olivier Rey et un petit peu moins de psy, parce que finalement les psys entretiennent aussi, on peut dire, ce malaise, les gens vont mal, mais ils vont prendre des psychotropes chez le psychiatre ou tout simplement s'allonger sur le divan une fois par semaine pour tenter d'aller mieux un temps. Oui, enfin, vous n'allez pas dire qu'il faut plus d'Olivier Rey. Non, et puis je ne vais pas dire non plus que dire trop de mal des psys, il y a de tout chez les psys, il y a du bon et du pas bon, mais peut-être que sans psy, je ne serais plus derrière ce micro non plus, donc vous voyez. D'ailleurs, la souffrance dont on parle là, enfin bon, c'est quelque chose que je vis, quoi. Enfin, c'est pas abstrait pour moi. Fait, oui. Ce que je veux dire, c'est que justement, cette souffrance... Si les psys également, dans cette souffrance, je parle aussi en connaissance de cause, expliquaient qu'il y avait une raison à ce mal-être, en fait. Plutôt, une raison qui est peut-être liée à notre monde, plutôt qu'à soi et à son enfance, etc. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ce que essaye d'expliquer aussi, roman après roman, Michel Houellebecq. Oui. Ces personnages sont tous dans cette situation-là. Oui, c'est sûr. Oui. Et sur Michel Houellebecq, justement, il est intéressant de noter que le transhumanisme n'est possible que dans une époque empreinte d'informaticiens dépossédés de leur puissance, tels les personnages de Michel Houellebecq. Oui. Dans un monde où Achille, au pied léger, serait toujours omniprésent et conquérant, personne ne se poserait la question du transhumanisme. C'est bien parce qu'on a des individus qui, par le système technicien, ont été dépossédés de ce qu'ils sont, de leur énergie humaine, qu'on a besoin d'une énergie technique de substitution. C'est vrai que ce dont parlait Olivier à l'instant, on pourrait dire que le connais-toi toi-même a été remplacé par le mesure-toi toi-même. Toutes les connaissances sur soi ont été remplacées par des données chiffrées. Et d'ailleurs, oui, c'est le quantified self. Voilà, quantified self. Et c'est également la raison du mal-être, parce que moi j'ai fait de nombreuses enquêtes sur le sujet, des agriculteurs, du domaine de la santé ou de la sécurité, de la police, puisque maintenant tout est chiffré. On n'est plus dans le bon travail, on est dans le travail chiffré, mesuré. C'est aussi ça l'État McKinsey. C'est l'État qui justement quantifie tout, y compris et surtout d'ailleurs les domaines qu'il ne connaît pas et dans lesquels il n'a jamais travaillé. On a les auditeurs qui viennent dans les hôpitaux, qui viennent effectivement chez les agriculteurs alors qu'ils n'ont jamais vu une vache autrement que sur un tableau Excel. C'est aussi ça le quantified self. Et d'ailleurs l'OMS, dont le préambule est cité par Olivier Rey dans L'heure et malheur du transhumanisme, qui est « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bien-être, la forme, comme on dit, c'est finalement d'aller toujours mieux, d'être toujours au maximum. Et on ne demande pas juste, ce qu'on pourrait appeler la santé, c'est-à-dire l'absence de maladie. Non, on demande à aller toujours plus loin dans le bien-être. On l'a vu pendant cette période sanitaire. Le bien-être, c'était ne pas avoir le Covid. Le reste, que les personnes se sentent mal parce qu'elles sont enfermées depuis 3 semaines, qu'elles n'ont pas le droit de sortir, que les enfants portent le masque, ne voient pas de sourire depuis des mois. Cela ne posait pas de problème pour eux. C'est un des nombreux paradoxes de notre postmodernité. Oui. On a oublié de vivre au nom de la protection de la vie. Et à ce sujet, les QR codes, les bracelets connectés dont je parlais pour les enfants maintenant, qui vont mesurer le pouls, soi-disant au nom de leur santé, mais ces enfants vont être suivis, pistés tous les jours. Oui, mais ce qu'il y a de fou aussi dans cette histoire-là, c'est que
il y a une étude qui a été diffusée par la Société de cardiologie, une étude tout à fait sérieuse, qui montre qu'au cours des 40 dernières années, les jeunes ont perdu environ 25% de leur capacité physique. Ah oui. Mais pourquoi ont-ils perdu ces capacités ? Parce qu'ils sont affalés devant Évidemment. Un canapé à faire des jeux vidéo. Mais vous voyez qu'en fait, c'est l'immixtion de cette technologie à l'intérieur des foyers qui entraîne ce problème, et on va y remédier en surenchérissant par des instruments. Voilà, c'est ça. C'est là où on se rend compte qu'il y a une spirale, quand même assez insensée. Oui. Et Erwan Barillot, je ne vous ai pas posé la question de la limite. À quel moment on sent ce frémissement aujourd'hui ? Enfin, peut-être en effet un ras-le-bol de plus en plus important dans la population. Peut-être que les questions énergétiques aussi vont nous amener à être forcés d'arrêter. Et je crois qu'en fait, pour beaucoup attendent peut-être même ce moment, finalement, sans se l'avouer. Le moment où, enfin, on ne sera plus obligé de regarder son téléphone toutes les 2 minutes pour suivre... Bon, alors moi, c'est sur les actualités, c'est sûr, mais je pense que, en fait, pour certains, ce serait libérateur. Mais va-t-il déjà vraiment arriver, ce moment de sécession obligatoire ? Et sinon, voyez-vous une autre solution, une autre porte de sortie ? Alors, à mon avis, il y a 3 portes de sortie. La première que vous avez évoquée, c'est-à-dire la pénurie de matières premières, la crise énergétique qui fait que nous ne sommes plus capables de soutenir un modèle technicien avancé. C'était la thèse, parce que j'ai écrit ce livre avec énormément de scientifiques, de théologiens, etc. Et Étienne Klein me disait, moi, Oméga, ce n'est pas possible, puisque on n'aura pas assez de technologie, on n'aura pas assez d'énergie pour faire fonctionner toutes les technologies des objets connectés qui sont censés encadrer l'humain jusque dans ses moindres activités. Donc ça, c'est la première capacité, c'est la rupture énergétique. Mais moi, je n'y crois pas trop, puisque le propre de l'avancée scientifique, c'est de toujours imaginer des moyens de substitution pour faire ce qu'on appelle le saut de grenouille jusqu'à l'infini, entre guillemets. Donc, là, on peut s'inspirer de Soleil Vert. Hein. Le film, finalement, l'énergie devient même le corps humain. Voilà, exactement. Donc, on trouve toujours un substitut, même s'il nous semble aujourd'hui, entre guillemets, dégueulasse. Le futur s'étant adapté à ses nécessités, il lui apparaîtra tout à fait naturel. Donc le deuxième élément, c'est la sécession humaine. C'est-à-dire on serait révulsé par notre inhumanité et on descendrait du train. Mais je n'y crois pas trop non plus. Oui, on n'y croit pas à cette solution. Mais pourquoi Pour la raison que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est tellement dépendant, par exemple, d'un célèbre site de e-commerce aujourd'hui pour commander la moindre cuillère, que comment est-ce que d'un seul coup l'humain sortirait du train, je veux dire. Mais en fait, c'est parce que aussi, s'il sort du train, il n'y trouve rien, il trouve un désert. C'est peut-être ça aussi. Oui, tout à fait, Il trouve un désert. Aujourd'hui, on pourrait dire que les GAFA sont un peu le cœur d'un monde sans cœur, finalement, pour paraphraser Marx à propos de la religion chrétienne. C'est-à-dire que, certes, on sait qu'ils sont maléfiques, etc., mais en même temps, ils sont notre vie. On ne peut plus avoir la moindre information sans un célèbre moteur de recherche aujourd'hui. Donc, on est complètement materné par ces entreprises de la Silicon Valley, donc je n'y crois pas trop. Et puis, par contre, le troisième aspect, je dirais que c'est peut-être le seul facteur limitant, c'est la nature elle-même. On oublie toujours qu'elle est là, qu'elle est présente, etc., mais on ne pourra jamais, finalement... les promesses du transhumanisme sont intenables du point de vue naturel. Et si vous permettez, je voulais juste lire un petit court extrait de mon livre. Au moment où le personnage principal est atteint de 3 balles dans la peau, il comprend qu'il va mourir, il comprend qu'en fait les promesses du transhumanisme n'ont pas été tenues. Tandis que montait le ciel et que son calvaire continuait de plus belle, Jan Ginsberg remarqua que la plupart des outils présentés comme transhumanistes ne comportaient en fait rien de révolutionnaire. Les nanoprothèses, toutes efficaces qu'elles fussent, n'étaient au fond que des versions high-tech de la jambe de bois. Une mauvaise pensée lui traversa l'esprit. Et si la mort de la mort, annoncée comme le changement majeur du 3e millénaire, ne se résumait en fait qu'à une chimère de plus au palmarès de l'humanité. Entre le premier pacemaker implanté en 1958 et le cœur bionique, il y avait une différence de degré, abyssale sans doute, mais en aucun cas un changement de nature. Sans doute l'homme avait-il cru pouvoir s'échapper de la pesanteur du monde avec ce seul mot, transhumanisme. C'était au maître que, quelque élevé que soit son rang, à chaque époque, le pouvoir de l'homme de chair reste nécessairement limité. Et donc je pense que finalement, ce qui va se passer à la fin, c'est que l'incomplétude du rêve prométhéen nous rappellera toujours à l'ordre et
on sera toujours... Là, on sera vraiment arrivé à la fin des fins. Hein. faut être patient avec votre histoire. C'est pas très, très rassurant quand même. Non, mais vous soulevez une question, une autre, et on n'aura pas le temps. Il faudra qu'on refasse une table ronde. C'est celle, puisque vous citez le pacemaker. C'est vrai qu'on ne peut pas... la technique a sauvé des vies. La technique... Alors, à quel moment faut-il être méfiant? À quel moment la technique nous dépasse? Et à quel moment, finalement, c'est à l'homme de s'adapter à la technique? Ou est-ce que toute technique, de toute façon... en soi, a ce côté, on va dire, pervers, de l'évolution de la technique qui déborde l'homme. Oui, de toute façon, toute technique Parlez bien dans le micro. Est de l'ordre de ce que les Grecs appelaient le pharmakon. Hein. Le pharmakon, c'était aussi bien ce qui guérissait que ce qui tuait. On voit bien aussi, vous voyez, dans le caducée... Alors parlez bien dans le micro, je sais bien que c'est un objet technique. Des pharmacies où on voit les serpents enlacés. Le serpent, on peut utiliser leur venin comme remède, mais c'est aussi ce qui peut tuer. Et toute technique a cette ambiguïté. Elle sert, mais elle peut aussi devenir un poison. Vous voyez, le pacemaker, il reste, je dirais, quand même inscrit dans une conception traditionnelle de la médecine qui cherche à rétablir une fonction naturelle défaillante. Et quand on passe à l'augmentation, c'est le fait de dire non, mais le corps humain, même quand il fonctionne parfaitement, c'est pas assez. Il faudrait encore lui donner des fonctions supplémentaires. Il faudrait l'augmenter. Et c'est là que quelque chose se passe. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Table ronde passionnante. Et je pense qu'il fait aussi beaucoup de bien à nos auditeurs que tout le monde ouvre bien les yeux, qu'ils comprennent que c'est peut-être que ce mal-être que tout le monde ressent finalement d'une façon assez diffuse, il est assez présent et il s'explique tout simplement par notre société. Donc, d'ailleurs, beaucoup de réponses dans ces deux livres, Moi, Oméga d'Erwan Barrio et puis L'heure et malheur du transhumanisme de chez Desley de Brouwer de Olivier Rey. Merci encore à vous deux et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.